Il y en a plein des histoires avec McDonald's dedans. On en connaît tous. Tenez, celle-là. C'est quand j'ai pris un avion pour aller de Los Angeles à Tokyo. Une 12aine d'heures de vol entre les États-Unis et le Japon au-dessus du Pacifique. À un moment, l'avion passe la fameuse date line, la ligne de changement de date. Quand on passe la date line, on passe 24 heures d'un coup. C'est le décalage horaire ultime, si vous voulez. 24 heures de décalage. Pour vous la faire simple, je pars à 10h du soir le dimanche de Los Angeles, je vole 12 heures, je devrais donc arriver 12 heures plus tard, à 10h du matin, le lundi, à Tokyo. Et j'arrive effectivement à 10h du matin, mais pas le lundi, le mardi. Où est passé mon lundi ? Bref, je descends de l'avion bien perturbé par cette énigme temporelle, il pleut, je monte dans un bus. 2 heures plus tard, je descends à une station qui semble être vers le centre de Tokyo. Je suis seul sur le trottoir, sous la pluie, le lendemain du jour que je devrais vivre, et je ne sais absolument pas où je suis. Je ne connais rien au Japon, je ne parle pas le japonais, je le lis encore moins. Autour de moi, c'est une forêt de buildings collés les uns aux autres, une foule qui se presse tête baissée sous les parapluies, des inscriptions partout, des affiches, des boutiques, des panneaux indicateurs, des panneaux publicitaires, tout en japonais bien sûr. Et j'ai faim, une vraie dalle. Je cherche et je vois rien qui ressemble à un restaurant. Je suis totalement largué, épuisé, trempé, affamé. Et là, parmi tous ces idéogrammes incompréhensibles, il en est un que je connais. Un M. Le M arrondi de McDonald's. Il m'apparaît comme une bouée de sauvetage. Une poussée d'endorphine m'envahit en voyant ce M, un repère, une oasis. Je suis sauvé. Et voilà. Après avoir traversé la moitié de la planète, après avoir sauté 24 heures, je me retrouve de l'autre côté du monde à manger un cheeseburger avec frites et coca. Comment en est-on arrivé là ? Podcast Story. C'est dans les années 40, aux États-Unis, en Californie. C'est les années swing qui précèdent le rock'n'roll. C'est les grandes jupes qui tournent, les costumes trop larges, les cheveux gominés. C'est les voitures Ford avec les gros pare-chocs. C'est les petites villes avec des maisons en bois, les ouvriers des usines, les fermiers dans les plaines. Le président des États-Unis, à ce moment-là, c'est Roosevelt. Et tiens, à propos de président, l'acteur le mieux payé d'Hollywood dans les années 40, c'est un certain Ronald Reagan. En Californie, années 40 donc, dans la ville de San Bernardino. Les frères Richard et Maurice McDonald ouvrent un restaurant, le McDonald's Famous Barbecue. San Bernardino, c'est une petite ville à l'est de Los Angeles. Quand vous êtes au bord de l'océan Pacifique, vous prenez la route numéro 10, puis la 210, une petite heure de route vers l'intérieur des terres et vous y êtes. Après San Bernardino, il y a une dernière forêt, ensuite c'est le désert jusqu'à Phoenix en Arizona. McDonald's Famous Barbecue est situé à l'intersection de la rue 14 et de la rue E. C'est un drive-in, on y vient avec sa voiture, on passe commande et on est servi dans sa voiture par des filles en mini-jupe. Chez les frères McDonald, on propose un menu d'une 40aine de plats, il y a du bœuf, du poulet, du porc, enfin il y a tout ce qui se fait au barbecue. Les affaires marchent bien, plus de 300 repas servis par jour, 20 serveuses trottinent sur le parking qui peut accueillir jusqu'à 150 voitures. Le restaurant est envahi par les jeunes le week-end, on est en plein dans l'ambiance d'American Graffiti. La semaine, les habitants de San Bernardino prennent l'habitude d'y déjeuner ou de se retrouver en famille le soir. Bref, c'est un succès. Richard et Maurice deviennent des personnalités importantes de la ville, des notables. Ils achètent la plus belle maison, une des plus luxueuses de la région, un véritable palais de 25 chambres posé sur une colline. Les frères McDonald sont des braves gars. Pas méchants, pas trop gentils non plus, faut quand même gagner de l'argent. C'est des Américains. Quand on regarde des photos d'époque, on découvre des Américains moyens tels qu'on les connaît à longueur de film, vous savez, assez massifs, bien ronds, bien larges, souriants, joufflus, pas beaucoup de cheveux, populaires et fiers de l'être. Malins, ça c'est sûr, mais pas avides. Le requin de l'histoire arrivera un peu plus tard. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien pour les McDonald's, car ailleurs, en 1939, la guerre déferle sur le monde. L'Europe brûle. Mais à San Bernardino, en Californie, on continue d'aller chez les frères McDonald pour manger une viande. Les affaires tournent pendant le conflit mondial.
La guerre se passe. Les Américains débarquent en Normandie et lâchent la bombe sur Hiroshima. Ce sont les grands gagnants. L'Amérique triomphante a libéré l'Europe, écrasé le Japon et maintient la menace communiste derrière le mur de Berlin. En Californie, l'ambiance est euphorique. Un nouveau monde est en train de naître. Le monde que l'Amérique nous vend depuis l'après-guerre. C'est le monde de la consommation, de la voiture pour tous, des maisons individuelles, des supermarchés, de l'électroménager, du crédit et des fast-food. Et oui, les habitudes de vie des Américains changent. On se déplace beaucoup, on travaille de plus en plus, on mange vite fait, rapidement, on mange fast-food. Et le fast-food, c'est quand même de la concurrence pour les frères McDonald. D'ailleurs, il y en a un qui ouvre pas loin du McDonald's Famous Barbecue, des clients se détournent. Dans leur palais de 25 chambres, Richard et Maurice se posent des questions. La concurrence arrive, mais pas que. Le chiffre d'affaires est confortable, c'est vrai, mais il est dévoré par des charges. Les couverts, assiettes, couteaux, fourchettes, verres qu'il faut laver ou remplacer, c'est des sous. Les 20 serveuses tout en sourire et en mini-jupe qui cavalent toute la journée, c'est des sous. Les multiples plats, ce sont des cuisiniers et des équipements pour les poulets, le porc, le bœuf, c'est des sous. Les deux frangins s'installent sur la terrasse. Du haut de leur colline, ils regardent la ville de San Bernardino qui grandit. La Californie des années 50 connaît une forte poussée démographique. La ville devant leurs yeux s'étend, les banlieues poussent. Maurice et Richard regardent en silence le soleil se coucher là-bas sur le Pacifique. Ils boivent une bud et prennent une décision. On fait un break, on réfléchit, à ta santé. Ils ferment le restaurant 3 mois. Le fruit de leur réflexion est simple, on vire tout le monde, on arrête les couverts, on réduit le menu. Efficace, pragmatique, américain, pas d'état d'âme, seul le résultat compte. Terminer les 20 serveuses et les jupettes, terminer les assiettes, les verres et les couverts, on mangera avec ses doigts, terminer les 40 plats. D'ailleurs, si on regarde les comptes, c'est évident. 80% des clients prennent des hamburgers, des frites et une boisson gazeuse ou un milkshake. Le milkshake est important pour la suite de l'histoire, vous verrez. On arrête donc les travers de porc, les poulets grillés, les saucisses et les côtes de bœuf. On ne cuisinera plus chez McDonald's que des hamburgers, des frites et on servira des boissons. Les hamburgers seront servis emballés dans des papiers et on les mange à la main, les frites dans des petits cornets en carton et les milkshakes ou les boissons gazeuses dans des récipients en carton eux aussi. Tout est jetable, plus de casse, plus de vaisselle. Les clients se déplacent jusqu'au comptoir, ils commandent, on les sert et ils partent. Ils peuvent emporter leur repas ou les manger sur des petites tables installées dehors. Ils se débarrassent des papiers et des cartons dans des grandes poubelles. Moins de personnel, moins de plats, des plats moins chers, moins de charges. Mais ce n'est pas tout. La grande idée de Richard et Maurice s'appelle le Speed Service System. Le Speed Service System des frères McDonald est directement inspiré du Taylorisme, rendu célèbre aux États-Unis par son application dans les usines du constructeur automobile Ford. Le principe est assez simple, c'est la division du travail. On découpe le travail en de multiples micro-tâches que chaque ouvrier répète indéfiniment. Enfin, indéfiniment, toute la journée. Un homme sert le même boulon 8 heures par jour. C'est l'invention du travail à la chaîne. Appliqué à la fabrication des hamburgers, c'est un employé pour faire cuire les steaks, un autre employé pour faire chauffer les petits pains, un troisième pour mettre le steak sur le pain avec sa petite tranche de fromage, son cornichon et sa tomate, encore un qui ajoute le ketchup, fermeture du sandwich, emballage. Ils inventent au passage les lampes chauffantes, vous savez, ces lampes rouges là, sous lesquelles sont stockés les hamburgers avant d'être donnés aux clients. Ils vont donc demander à des artisans de fabriquer les équipements nécessaires, des plaques chauffantes beaucoup plus larges pour cuire plus de steaks en même temps, des sortes de grands plateaux rotatifs pour garnir les petits pains, les friteuses avec leurs paniers, les récipients qui versent la bonne dose de sauce ketchup à chaque pression de l'employé. Toutes ces installations, nous les croisons quotidiennement aujourd'hui dans les multiples fast-food, mais à l'époque, c'est tout simplement une révolution. Tout comme le fait de manger à la main ou de jeter papier et gobelets dans des poubelles une fois son repas terminé. Après 3 mois de fermeture et des travaux d'aménagement, le nouveau restaurant ouvre ses portes. Il se nomme désormais McDonald's Famous Hamburger et non plus Famous Barbecue. Sa carte est extrêmement réduite, 9 propositions seulement, hamburger, cheeseburger, frites, coca, jus d'orange, milkshake, café,
lait et, nous sommes en Amérique, l'incontournable apple pie, la tarte aux pommes. Toutes les boissons sont à 10 centimes, les burgers à 15 et le cheese à 19. McDo existe, c'est parti. Le méchant génie de l'histoire arrive. Il se nomme Ray Kroc. Un nom prémonitoire, Ray Kroc va croquer les frères McDo. Le Dark Vador de la saga McDonald's, c'est lui. Ray Kroc vient d'une famille d'immigrés hongrois débarqués à Chicago à la fin du 19e siècle. Sa mère est pianiste, elle le forme d'ailleurs et Ray est doué. Il arrête l'école à 15 ans pour être musicien, il joue de l'orgue dans les églises et du piano dans des clubs de jazz. Mais rapidement, un autre talent émerge chez le jeune homme. Ray est un excellent commercial. Il vend des partitions et des instruments de musique et ça marche très bien. La vente est bien plus rémunératrice que les concerts. Donc, excite la musique. Et Ray se lance dans la vente. Il devient représentant pour une marque de gobelets en carton, les Lily Tulip Cup. 15 ans plus tard, il est chef des ventes et il se lance dans une nouvelle aventure qui, celle-là, va le mener tout droit chez McDo. Un vieux copain de Ray invente en effet un nouveau mixeur, un mixeur professionnel qui peut préparer 5 milkshakes en même temps. Ray cartonne avec ses mixeurs. Il les vend pendant 15 ans dans tous les États-Unis, notamment en Californie, notamment à San Bernardino et notamment aux frères McDonald. On y arrive. De drôles de clients, ces frères McDonald. Ils ont une consommation de mixeurs hors du commun. Pourquoi commandent-ils autant de mixeurs? Qui sont ces gens qui usent les mixeurs si rapidement? Ray se rend à San Bernardino. Il va déjeuner au McDonald's Famous Burger, et là il comprend. Les frères McDo sont des génies. La carte réduite, la division du travail, l'élimination des serveuses et des couverts, c'est plus un restaurant, c'est une usine à burgers. C'est une usine à cash. 1955. Ray Kroc, Maurice et Richard McDonald deviennent associés. Ray va s'occuper de développer des franchises. Tous les restaurants seront les mêmes, ils serviront la même carte, ils fonctionneront tous de la même façon, les locaux seront semblables, ils seront tous surmontés d'une double arche, le fameux M de McDonald's, qui va s'installer pour toujours dans le paysage américain. 3 ans plus tard, en 1958, McDo ouvre son 100e restaurant et vend son 1 000e hamburger. Tout va bien? Tout va bien. Sauf que, il faut ici s'arrêter un instant sur les motivations de nos 3 héros. Richard et Maurice sont des entrepreneurs responsables. Ils sont attachés à la qualité de leurs produits, ils sont soucieux de ne pas détruire les paysages où ils élèvent leurs restaurants, c'est un peu des écolos avant l'heure, presque des capitalistes durables. Ils sont aussi concernés par le bien-être des employés. C'est une entreprise qui garde, disons, des valeurs familiales. Ray Kroc, pas du tout. Ray Kroc ne pense qu'à l'argent. La qualité du produit, les employés, les paysages, il s'en moque éperdument, lui. Il veut faire du cash. D'ailleurs, un de ses amis, un bon requin de la finance, lui souffle l'idée qui va tout changer. Acheter les terrains des franchisés. Ray Kroc monte une compagnie immobilière. Il emprunte à des banques et achète ses premiers terrains. Sur les terrains, il élève les restaurants et ensuite, il loue ses restaurants aux franchisés. Jackpot. Un franchisé McDo doit payer une première fois pour avoir le droit d'utiliser la marque et le savoir-faire. Il paye une deuxième fois pour la publicité et il paye une troisième fois pour le loyer. Et en plus, la cerise, le montant du loyer n'est pas décidé en fonction des prix du marché local, mais en fonction du chiffre d'affaires du restaurant. Quand les frères McDonald réalisent l'entourloupe, c'est trop tard. Ray Kroc possède les terrains des McDo. Le véritable propriétaire, c'est lui. Il rachète définitivement McDonald's aux 2 frères en 1961, 6 ans après être venu déjeuner. Il achète pour 2 700 000 $, 1 million net par frère, le reste pour les taxes. Le business McDo, aujourd'hui, est aussi génial qu'immoral et hautement lucratif. Les bénéfices des restaurants alimentent la holding immobilière, qui peut acheter de nouveaux terrains, qui génère de nouveaux bénéfices, qui permettent d'acheter encore plus de terrains. Et McDo est devenu l'un des premiers empires immobiliers du monde.
les hamburgers sont devenus secondaires. Le véritable cash, il est dans les loyers et dans les propriétés immobilières. Nous enregistrons ce podcast en 2022. Sur son site officiel, McDo annonce les chiffres suivants. 38 000 restaurants répartis dans 115 pays servent chaque jour 69 millions de clients. 38 000 restaurants, c'est presque 3 fois plus que son premier concurrent Burger King. Et il s'en ouvre 4 par jour. 38 000 restaurants, dont 80% de franchisés qui chaque mois payent un loyer. Le 16 juillet 1998, le journal français Libération annonce en une « Le père McDo rejoint la mère Denis ». Richard est mort. Son frère Maurice, lui, était décédé en 1971. Ray Kroc meurt, lui, en 1981. Les héros sont morts. L'histoire continue. Comme je vous l'ai dit, il s'ouvre 4 McDo par jour dans le monde. Ça en fait des hamburgers. Ça en fait des mètres carrés. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.